Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 5 janvier 2023. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché, bien évidemment, le Bitcoin. Alors comme d'habitude, on va faire une première partie qui va être dédiée à l'actualité avec au programme la Fed. On va parler de la minute FOMC qui a été donnée, qui est le compte rendu de décembre. On va attaquer avec Genesis, et oui, encore Genesis. Ensuite, on va passer par la notion de hack, qui est très relative. Et ensuite, on va parler d'Avalanche avec l'incentive qui a été donné. Et je pense qu'on fera certainement une petite incartade par FTX, mais juste pour vraiment la fin. Donc une fois qu'on a terminé cette partie d'actualité, on ira directement analyser les graphiques pour voir ce qui s'est passé. Hier, on a eu un petit peu de mouvement, on va essayer d'anticiper, on a un petit peu d'order flow qui est en train de prendre le large, donc on va faire un tour sur tout ça, et on entame tout de suite. Mais avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très simple. Likez et partagez la vidéo, ça aide beaucoup au référencement, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on attaque tout de suite avec notamment Avalanche. Avalanche qui nous fait une incentive de 4 millions de dollars pour GMX. Donc ça a été voté, ça a été donné. Et donc le but de cette incentive, c'est de favoriser l'adhésion du public à l'utilisation de la plateforme de trading décentralisée GMX, avec derrière une augmentation de la user base au niveau de l'incentive. Donc je pense qu'il y aura des bonus qui vont être donnés pour pousser l'utilisation de GMX, et à côté il y aura de la liquidité de GMX au niveau de Avalanche. Donc on sait que Avalanche a déjà une grosse réserve de liquidité qui est en attente, et ça va continuer à être donné au fur et à mesure. On va faire rapidement un petit point sur la partie économique dans lequel on a eu donc les chiffres hier des PMI qui sont quand même en dessous de ce qui était escompté. J'avais plus vocation, comme je vous le disais hier, à avoir quelque chose qui était plus haut. Bon, ça n'a pas été le cas. Et ensuite on a eu de la minute de la Fed, donc je vous invite à regarder le rapport. Si on doit le résumer, je pense que les échos le font très très bien, avec globalement un gros résumé où on vous dit que la Fed est en train d'avertir les différents acteurs financiers qui sont en train d'overpricer le retour à la normale des cours, comme quoi ils ne vont pas descendre tout de suite, et peut-être pas descendre tout court de la façon dans laquelle les personnes l'espèrent et l'escomptent, et que dans tous les cas, ce n'est pas parce qu'ils ont une vocation à diminuer le nombre d'augmentations qu'ils ont une vocation à arrêter d'augmenter les cours. Très important de le retenir ça. Et c'est vraiment plus un signal d'alerte sur les marchés financiers, sur la prise de position des marchés financiers actuellement. C'est vrai que quand on regarde les différents analystes qui sont présents, on a un marché financier qui a pour vocation de pousser très haut. Actuellement, on sent qu'il y a une envie d'aller faire un retracement très très fort, très haut, et qu'on est en train peut-être d'overpricer, d'anticiper une stagnation de l'augmentation des taux, pour arriver sur justement ce palier très important qui peut durer pendant plusieurs mois et qui entraînera la mise en place du pivot, donc qui serait du coup la diminution des taux pour retourner sur un taux d'inflation correct, pour limiter justement l'impact sur l'économie. Ce qu'il en est actuellement, c'est que la Fed prévient qu'ils ne vont pas faire ça, et que dans tous les cas il ne faut pas overpricer ce qui est en train d'être fait. Ce qui est très intéressant maintenant, c'est de prendre cette information, de la comparer avec l'année dernière, justement, avec toute la communication qui avait eu lieu sur le fait qu'il n'y allait pas avoir d'inflation, que c'était quelque chose qui était passager, sur le fait qu'il n'y allait pas avoir de récession, que sur le fait que oui, on va augmenter un petit peu les taux, mais c'est juste vraiment passager, c'est histoire de 2-3 mois. Donc là, on est vraiment shifté au niveau du discours. Après, je pense que les mid-terms étant passés, ça joue énormément, et qu'on retrouve un discours qui est plutôt cohérent. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce qu'on va se retrouver dans la même dichotomie où la Fed dit quelque chose et il se passe autre chose. Dans tous les cas, le message a été donné, a été passé. Il va falloir patienter de voir le rendez-vous de janvier dans lequel on risque d'avoir pas mal d'informations. Au programme d'aujourd'hui, nous avons pas grand chose en vrai. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est potentiellement l'inscription au chômage, mais ça va être assez faible pour moi en termes d'impact. Ce qui va être intéressant, ça va être demain, la partie taux de chômage qui, elle, va être vraiment importante, dans lequel on va avoir pas mal d'informations.
Pour le PMI non manufacturier, on a quand même pas mal de choses et c'est important, je pense que c'est vraiment l'élément clé qui va être déterminant par la suite, dans lequel on a, si on regarde bien, quand même une première chute qui a été effective, sur lequel on est quand même remonté, mais on a, voilà, un palier très fort, on est toujours au-dessus de 50, pour rappel, quand on est au-dessus de 50, c'est-à-dire qu'on est en progression, en dessous de 50, en régression, et il faut impérativement que on arrive à se stabiliser dans cette barre de 55-56, on voit que c'est vraiment quelque chose qui résiste, hein, sur lequel, depuis août, on a du mal à passer en dessous des 56, ce qui est plutôt positif. On a eu une incursion dedans, et il semblerait que le pricing qui soit effectué soit un pricing au niveau des 55, donc on redescend en dessous des 56. J'ai tendance à penser que on aurait quelque chose qui resterait dans les 56, pour moi, qui est vraiment un palier très important à tenir dessus, pour justement ne pas se diriger vers la barre des 50. Plus on va se diriger vers la barre des 50, plus on aura une volonté de régression, en tout cas une indication de régression qui ferait mal. Alors on revient dans les nouvelles qui sont plus crypto avec la notion de hacking qui parle aussi de GMX, et oui, parce que le hacking, oui, c'est le fait de faire hacker des plateformes, mais pas que. Par exemple là on parle d'un utilisateur qui a perdu 3,4 millions de dollars en GMX token à cause justement d'un phishing, d'accord? Rappel, le hacking n'est pas que le fait de hacker, c'est aussi le fait de se faire scam sur différents moyens, avec notamment des attaques de phishing, dans lesquelles on va rentrer des identifiants dans une plateforme qui ressemble à la plateforme dont on a l'habitude, mais qui ne l'est pas, qui récupère nos identifiants et qui va ensuite aller les utiliser sur la véritable plateforme pour récupérer la totalité des fonds, et c'est aussi ce qui se passe. On a vu aussi un gros hack qui avait eu lieu avec la récupération d'une adresse mail d'un utilisateur admin d'une grosse plateforme, donc c'est pareil, il faut faire très très attention, surtout quand on est dans un vecteur où il y a énormément d'argent, il faut vraiment sécuriser l'ensemble de ses adresses, sécuriser l'ensemble de son écosystème de travail dans lequel on a des fonds, et encore une fois, la sécurité passe par les protocoles, la sécurisation des protocoles, mais aussi par la sécurisation des assets que l'on a nous-mêmes, le fait d'avoir une partie des assets qui sont hard wallet, le fait d'avoir une bonne démarche pour pouvoir se connecter à ces différents comptes, avoir un bon antivirus, avoir quelque chose sur lequel on est plus ou moins propre. Voilà, il faut vraiment avoir cette démarche-là, c'est très important parce qu'on peut se faire hacker à tout moment, et donc il faut toujours être prêt à ce qui est en train de se passer. Ensuite, nous avons Genesis qui, après s'être fait attaquer et en pleine tempête médiatique / judiciaire, a effectué une lettre ouverte à ses clients en leur expliquant tout simplement que ça va prendre du temps, qu'ils sont en train de travailler sur la meilleure solution possible et qu'ils sont même en train d'aller plus loin parce qu'ils sont en train de réduire leurs coûts et même sont en train de retravailler entièrement leur business model pour l'optimiser. Ça montre peut-être aussi que ils sont dans la perte effective, mais ils ont une vision long terme sur le fait que potentiellement ils peuvent arriver à remonter ça. Le fait qu'ils n'aient pas déposé le chapitre 11, pour moi, est vraiment fort. Il y a deux possibilités, en fait, suite à ce non-dépôt de chapitre 11. Soit Genesis ne veut pas qu'il y ait une divulgation des informations internes de la société, parce que forcément, quand on a un chapitre 11, on a un dépôt ouvert, accessible à tous, et donc ça veut dire que s'il y a des malversations, bah, on les voit tout de suite, un petit peu ce qui s'est passé avec FTX, et, ou, deuxième possibilité, donc qui est plutôt positive, qui est le fait que, en effet, ils ont une perte, mais malgré cette perte-là, ils ont la capacité de la régénérer, de la retravailler, de la reproduire sur un étalement long terme. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas accès aux discussions qu'il y a entre Genesis et, par exemple, Gemini, parce qu'on sait que les deux se fritent actuellement. Alors, soit disant, il y a eu une proposition qui a été faite dans laquelle il n'y a pas eu de retour, l'autre dit qu'il n'a jamais eu de retour, bref. Ça empêche que, là, actuellement, on a quand même une bonne démarche au niveau de Genesis. Je pense qu'ils jouent très clairement le temps, et ils vont jouer, quoi qu'il arrive, le temps pour préparer justement au moment où le marché sera bien meilleur. Ensuite, nous avons FTX sur lequel on apprend que les shares de Robinhood, qui représentent 450 millions de dollars, ont été saisis par la justice. Elles avaient été au centre de tentatives pour les récupérer, que ce soit par BlockFi, par les différents créditeurs de FTX, et là c'est la justice qui les a récupérés. On va faire un petit tour sur Bloomberg pour noter deux choses. Un, on a en effet le gaz qui est en train de s'écraser avec notamment l'amélioration du temps. Je pense que vous l'avez remarqué si vous êtes en France.
On n'est pas sous la neige, on n'est pas sous la glace, très loin de là, et justement on a eu même un hiver qui a été plutôt soft sur ce que l'on a pu connaître, donc forcément les niveaux de gaz sont au plus haut, et donc à côté le marché au plus bas. L'élément que je voulais vous donner surtout, c'était le fait que là on a le gaz, on a la notion du cut d'Amazon, 18 000 jobs, hein, on était parti sur 10 000, là on est sur 18, donc on a eu une accélération très forte, et donc ça veut dire aussi que là on a une préparation sur la notion de limitation du pricing power. Il faut comprendre que lorsqu'on a une inflation, il y a plusieurs moyens de le faire, soit on cut les coûts, soit on augmente les prix. Globalement, c'est soit l'un, soit l'autre. On a plus tendance dans un premier temps à augmenter les prix, on va avoir une diminution du volume, ça c'est une chose, mais quand on a une plateforme comme Amazon, bah c'est compliqué d'agir sur le pricing power, et puis il y a certains éléments dans lesquels on ne peut pas agir sur le pricing power parce que ils sont déjà plafonnés, trop de concurrence, enfin il y a tout un ensemble qui détermine ça. Actuellement, on voit qu'ils sont en train de préparer la notion de bénéfice pour 2023 en coupant les coûts. Pour rappel, quand on arrive dans une forte inflation et dans une crise économique, on a tendance à dire que la récession arrive après l'inflation, parce qu'on a déjà la répercussion des prix sur le marché classique, et ensuite, une fois qu'on a terminé la répercussion des prix, bon, bah là arrivent les pertes, ou en tout cas la diminution des profits. Là, on voit qu'on est en train d'anticiper ça, que ce soit sur Amazon, alors c'est pas le cas que Amazon, mais tous les GAFAM sont en train de préparer ça, avec une diminution des coûts. Il y a eu le pricing power qui a été effectué, maintenant c'est une diminution des coûts. On va vérifier cette année s'ils sont capables, oui ou non, de générer autant de bénéfices, parce que ça, c'est ce qui va porter le marché action, et donc c'est ce qui va porter, par exemple, le Nasdaq et le SP500 derrière. Donc c'est un petit rappel de tout ça, et ça va être intéressant de le mettre en corrélation avec ce qu'on est en train de voir au niveau des cours, et on a terminé pour les nouvelles, et on attaque la partie technique dans quelques instants. Cette vidéo est sponsorisée par BitGet, donc qui est un échange centralisé que j'utilise déjà depuis un certain temps, qui a une volonté de croissance qui est très forte, qui continue en bear market de recruter et de gagner du terrain contrairement à d'autres exchanges, et on retrouve quelque chose qui est très performant en termes de liquidité, au niveau des futurs, au niveau du spot à 0 frais, du copy trading très intéressant aussi qui fonctionne bien. Je vais vous faire aussi des vidéos dessus pour bien comprendre comment ça fonctionne. On a du earning, on a absolument tout, et c'est sans KYC avec une limite de 20 BTC par jour, ce qui est colossal. À côté, on a un proof of reserve qui est plus que correct, avec un hachage Merkle qui a été mis en place, un des premiers à avoir été fait. On a 244% de réserve, et on se retrouve quand même avec des ratios qui sont juste colossaux, avec 200% sur les USDT. Ça veut dire qu'ils possèdent 244% de la valeur déposée des utilisateurs. Donc là, on est quand même vraiment dans un niveau, au niveau de la proof of reserve, qui est très conséquent, et dans tous les cas, on se retrouve sur un produit qui, en lui-même, ne cesse d'évoluer, qui a une volonté de devenir leader, ou en tout cas d'être numéro 2, et qui se donne les moyens de le faire, et c'est intéressant de le voir. Donc si vous cherchez une plateforme pour vous diversifier, ou une nouvelle plateforme de trading, n'hésitez pas à essayer BitGet. Avec mon lien, vous avez moins 10% sur les frais, et vous avez des bonus jusqu'à 8 000 $ avec l'utilisation du lien qui est en commentaire et en description, et on reprend la vidéo tout de suite. On entame notre rituel habituel de notre récapitulatif de notre hypothèse Heliotis, vague 1, 2, 3, 4, 5. 5 vagues d'impulsion terminées en avril 2021, retracement A, B, C en cours, B avec extension, C avec extension. Nous sommes dans quelque chose qui, somme toute, est classique dans une schématique héliotiste de vague d'impulsion. Nous sommes dans la fin de cette schématique, et nous avons à côté une pattern de Wyckoff que l'on connaît assez bien, avec un BC, un AR, un ST et un saut, dans lequel nous avons le ST qui a pris la liquidité du BC, donc nous sommes dans une réaccumulation et non pas dans une distribution de Wyckoff, et nous avons le Sign of Weakness, dans lequel nous sommes en train de travailler, dans lequel nous avons une accumulation déjà depuis un certain temps. Le principe de la réaccumulation de Wyckoff, c'est quelque chose qui est plutôt bullish comme pattern, pour aller chercher de nouveaux ATH par la suite. Nous sommes actuellement en dessous du 618 du mouvement total du BTC, dans lequel nous sommes donc dans une zone de rechargement long terme, et actuellement c'est intéressant si on souhaite s'exposer sous forme de DCA, à partir du moment où on a une stratégie qu'on comprend qu'on peut descendre plus bas. Plus bas, nous avons une target à 786 à 14 800, le top de la 1 à 14 000, et nous avons ici le 1,618 à 10 000 $, qui représente pas mal de choses. L'extension ici, 1,618,
de la A sur la B, donc quelque chose qui est le nombre d'or et qui est important en termes d'appel de prix dans une prolongation de tendance, et nous avons aussi l'order block qui se trouve ici dans lequel on a pas mal de volume, et on terminera sur le fait que 10 000 représente aussi la target de résistance Ichimoku mensuelle. Néanmoins, beaucoup de personnes pensent que c'est 10 000 $, la zone dans laquelle on va poser le bottom définitif, et quand on a une corrélation très forte, on n'oublie pas que le marché aura toujours tendance à ne pas suivre l'idée générale. Alors, on va zoomer dans cette partie-là pour revenir rapidement. Comme d'habitude, nous avons cette accumulation de week-off. Je fais très rapidement avec un SC, AR, ST, STB, donc on est vraiment dans une accumulation classique avec un arrêt de tendance baissier. On a pris de la liquidité avec le STB, avec le momentum qui a été créé par la chute de FTX, et on va zoomer dans cette partie-là, dans lequel nous avons une accélération haussière qui a eu lieu aujourd'hui, une accélération haussière, enfin hier plutôt, et dans lequel on a eu quand même pas mal de liquidation. On va revenir sur ça rapidement. Avant tout, dans ce STB, nous avons aussi une accumulation de week-off, qui a été marqué par un STB lui aussi, donc prise de liquidité classique, dans lequel on a eu une grosse mèche où on a fait une prise de liquidité supérieure aussi, et depuis le 20 décembre, nous sommes dans une zone de flat, dans lequel nous avons quasiment pas de volatilité, quelque chose qui est totalement écrasé, et malgré ça, depuis le retour de 2023, on retrouve un petit peu des capitaux qui re-rentrent, avec une accélération haussière qui s'est effectuée en 3 temps, et là nous sommes dans le dernier temps effectif fort, avec une partie de short squeeze qui a été fait, et ensuite une cassure baissière dans laquelle on a retravaillé directement les parties basses, d'accord? Très intéressant. La pattern que l'on a eue, avec une pattern qui a été aussi donnée par la minute, donc la partie actualité, qui a été portée notamment par le Nasdaq et le SP500 à travers la Fed, qui est très intéressant d'ailleurs, cette cassure baissière, justement par rapport à l'actualité que je vous ai donnée. C'était un rappel général, attention, faites attention, et on a vu qu'il y a eu un impact même chez nous au niveau de la crypto. On sait qu'on a toujours une corrélation, mais qui reste quand même très faible. On a quand même une grosse résilience de la crypto-monnaie en général par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau du cours. Avant d'attaquer cette partie-là, on va juste regarder où on en est sur le total market cap, donc qui est plus ou moins ce qu'on pourrait considérer comme un indice représentatif de la crypto. C'est la totalité de la capitalisation du marché crypto, donc qui reprend BTC, Ethereum et l'ensemble des altcoins. Forcément, BTC et Ethereum représentent 60%, donc on a un fort poids dedans, mais néanmoins, ça nous permet d'avoir une véritable vision dessus, et on voit bien qu'on a aussi cette accumulation structurelle grande qui a été marquée à partir de la chute de 3 ici, d'accord, et ensuite, on voit bien qu'on a ici une accumulation qui est en train de se former, pareil avec FTX, avec le SC, STB, donc on est vraiment dans la même pattern. L'élément qui est très intéressant à noter, c'est que l'arrêt qui est en train d'être effectué, qui a un arrêt structurel qui est en train de se faire sur le palier dans lequel on avait déjà effectué un travail, d'accord? Donc si on regarde ici, on va prendre une droite classique, et vous allez voir que, hop, si on la place correctement, on est vraiment en train de travailler cette zone-là, et du coup, cette droite ici m'a fait penser aussi à regarder un petit peu ce qui est en train de se passer au niveau de la totalité du marché, qu'on voit pas forcément sur le BTC, mais qu'on voit beaucoup sur l'ensemble du marché. C'est que nous avons une compression effective qui est en train de se faire, d'accord? Nous n'avons pas cassé ici la R, d'accord? On a bien eu le SC, mais on n'a pas cassé la R comme on a pu le faire sur le BTC, donc c'est-à-dire que la totalité du marché est en compression, d'accord, avec au milieu une structure médiane qui est en train de se renforcer aussi, qui joue un rôle décisif. Et du coup, quand on a une structure médiane comme ça, on a toujours tendance à aller se dire que on est dans une zone de ranging potentiel. Et j'ai tendance à vous dire que là, au niveau du market crypto, on est dans une compression, mais ça m'a fait penser à la zone de ranging, et en effet, nous sommes, par exemple, depuis le 20 décembre, dans une zone de ranging. Actuellement, c'est le cas, on n'a pas de mouvement suffisamment fort pour pouvoir marquer. On voit bien qu'on est en train de structurer, on a eu quelque chose qui a frôlé la partie basse, et on est en train de réaccélérer. Et voire même, si on veut aller voir, on pourrait se dire que vraiment le point d'arrêt a été structurel ici. Alors là, c'est une des démarches que l'on peut avoir. La deuxième démarche serait de se dire que on est aussi en compression, qui est beaucoup moins marquée, avec ici une droite de tendance dans laquelle on pourrait avoir un retracement effectif pour aller rechercher potentiellement les 16 500, 16 450, avec derrière une target qui peut être, hop,
effectuée ici, pareil, une zone de compression qui s'effectue là. Mais elle est tout de suite beaucoup moins intéressante parce que on n'a pas forcément la force réelle qu'on aurait dû avoir. Quand on voit la prise ici, on aurait dû avoir une compression de ce style-là, avec justement la cassure et derrière un rebond effectif. Beaucoup de personnes se sont placées d'ailleurs sur ça, avec un rebond pour aller chercher les parties basses, derrière sur lequel on est allé liquider. D'accord, on est allé liquider la mèche qui a été effectuée à cet endroit-là. C'est une mèche de liquidation. Et je vous avais averti sur le fait qu'il y avait quand même pas mal de shorts qui étaient en train d'être présents et que pour moi on avait une dernière accélération. Je vous avoue que je comptais une accélération plus forte dans laquelle on allait avoir des shorters beaucoup plus présents. Ça n'a pas été le cas. Et actuellement, comme on est en train de le voir, est-ce qu'on va refaire un short squeeze tout de suite? Bah clairement, j'ai envie de vous dire que ça ne va pas être le cas. Quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer au niveau de l'order flow, on voit que on a la cassure des shorts qui est en train de se faire réellement. Les shorts sont en train de se faire liquider ici, d'accord, sur les sur en tout cas les positions des top traders. Donc on a une diminution des positions de short qui est en train de se faire pour des positions longues. On n'a pas d'augmentation de l'open interest, ça veut dire que la diminution qu'on est en train de faire, donc c'est vraiment des positions qui étaient leveragées, et les positions qui sont en train de s'ouvrir, en tout cas en compensation, ne sont pas leveragées, ou il n'y a pas d'ouverture, d'accord? C'est deux possibilités. Soit il n'y a pas d'ouverture, soit l'ouverture n'est pas leveragée. Donc ça veut dire que actuellement on a un marché qui est en train de s'assainir. Et si on regarde aussi au niveau du CVD spot, on voit qu'on a une reprise qui est en train de se faire, qui est plutôt positive, hein, qui est plutôt une forme de consolidation après des semaines de chute au niveau du CVD. Donc c'est très important de le voir ça, alors que on voit bien que le PERP aussi est en forme de consolidation, alors que le PERP est en train de pousser depuis déjà assez longtemps. Donc là on a une stabilisation en cours, et on le voit aussi par une compression de la totalité des comptes Binance PERP, dans lequel on a quelque chose qui va se lisser vers le milieu, et plus on va avoir une contraction de ça, plus on risque d'avoir une expansion de ça, et plus on risque d'avoir un mouvement diamétralement opposé. Et je reste toujours dans ma schématique, d'un moment donné, d'aller chercher la partie basse. Si on dézoome un petit peu, on a bien toujours cette OP d'achat, et cette imbalance qui pour moi est en attente, et devrait être retestée à un moment donné. La question que l'on se pose, c'est est-ce que, oui, on fait une accel comme ça, redescente, reteste d'une partie beaucoup plus haute, au-dessus pour redescendre en dessous, ensuite, le niveau que j'avais en tête, et que j'ai toujours, qui est 17 300, pour moi, plus on avance dans le temps, plus ça me semble compliqué. Pourquoi? Parce que on a donc majoritairement des positions qui sont en longue, d'accord? L'open interest nous dit ça. Donc là, sur les positions, oui, et majoritairement, alors certes, on s'est en déclin, mais on est toujours quand même positionné pas loin des 75% de positions longues, donc sur la totalité des comptes. Donc à un moment donné, ça veut dire que majoritairement le marché est long, avec certes pas forcément énormément de levier, mais majoritairement longue. Et malgré le fait que ce soit longue, on n'arrive pas à casser, on avait de la liquidité, mais elle a été wipe direct, et ça n'a pas été vendu à découvert comme on pouvait le faire pour pouvoir nourrir le mouvement, et on n'arrive pas à pousser à la hausse, d'accord? On n'arrive pas à structurer à la hausse, et à éclater plus haut. On est toujours bloqué dans cette zone de travail, qui date du 20 décembre, dans lequel on a quand même beaucoup de volume et beaucoup de résistance, et sur lequel on n'arrive pas à passer. Donc, pour moi, plus c'est en train de se structurer, plus je me dis que le retour à 17 300 va être compliqué, et il va falloir avoir un événement marquant pour pouvoir propulser. Et quels sont les chiffres qui pourraient nous donner une impulsion au niveau de la crypto? Il n'y a pas grand chose qui puisse arriver. Par contre, au niveau de la macro, on peut avoir des petites choses sur la journée, qui pourrait arriver par rapport à la présentation du marché économique que je vous ai donné, mais ça me reste pour moi, le PMI, est-ce qu'il est suffisant? J'ai tendance à vous dire que le PMI de demain ne sera pas suffisant, ne sera vraiment pas suffisant, en tout cas dans l'état du marché actuel. Alors, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va écraser, je pense, avec des mouvements potentiellement de liquidation haut et bas en fonction de la liquidité. On voit bien que là, c'est un mouvement qui a pas coûté cher et qui a permis de liquider. Donc là, on est vraiment dans cette schématique-là. Donc il va falloir rester dans cette idée-là. Il va falloir rester dans l'idée dans laquelle on va avoir une compression tant qu'on n'aura pas un retour du volume. N'oubliez pas ce que je vous ai présenté hier sur le volume effectif. Tant qu'on n'a pas un retour du volume, on n'aura pas de dynamique qui va se mettre en place. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir actuellement. L'autre élément que je voulais vous donner, c'est qu'on est aussi en compression sur Ethereum BTC, donc la paire qui représente
la force d'Ethereum sur le BTC, dans lequel nous avons une compression qui est en cours depuis le merge, d'accord, qui est comme ça, dans lequel on peut considérer qu'on a eu une extension supérieure. Alors ça, beaucoup de personnes pensent que là on a fait un breakout, et de toute façon on le voit, l'accélération qui a eu lieu ne s'est pas fait ravaler, donc ça veut dire quoi? Il y a deux possibilités. Soit le BTC sous-performe l'Ethereum, soit Ethereum est en phase de surperformance. Clairement, on a tendance à penser que c'est Ethereum qui est en surperformance, et il va falloir de toute façon marquer quelque chose. C'est-à-dire que quand on regarde l'accélération qu'on a et qu'on regarde le RSI, on se dit que c'est compliqué, parce que le RSI a quand même grandement augmenté, donc il y a eu un gros momentum qui s'est structuré. Pour pouvoir rebreaker, il faudrait casser ici ce top-là, d'accord? Tant qu'on ne casse pas ce top-là, bon, on n'est pas encore dans cette démarche de se dire qu'on va réaccélérer. Après, il est vrai que beaucoup de personnes, étant donné qu'on est en train de se diriger vers la partie Shanghai, on va se retrouver potentiellement avec un Ethereum, la news Shanghai, la mise à jour Shanghai qui va arriver normalement en mars 2023, qui est important, qui va permettre la libération des tokens qui sont bloqués sur la Beacon Chain, enfin qui étaient bloqués sur la Beacon Chain, donc qui sont bloqués dans les nodes actuels d'Ethereum, et du coup on risque d'avoir une libération des tokens. Mais les personnes sont en train plus de cibler aussi l'aspect nouvelle et amélioration du réseau, donc c'est le même principe, on est en train d'acheter la rumeur pour ensuite vendre la nouvelle et appuyer fortement sur Ethereum. Donc pour moi on est plus dans une forme où on va retrouver Ethereum qui va surperformer jusqu'à potentiellement début mars ou février, mi-février, pour arriver sur ces niveaux-là, pour ensuite redescendre et aller structurer quelque chose d'un peu plus bas, pour retester la partie basse avant de pouvoir repartir. Donc est-ce qu'on est dans une compression ou est-ce qu'on est dans une forme de ranging? J'ai tendance à vous dire que, pour moi j'ai toujours cette vocation de ranging, pour 2023, et que ce soit pour Ethereum, que ce soit sur BTC, on a besoin d'une phase de stabilisation et de consolidation. Alors, on va aller voir ce qui se passe au niveau de la macroéconomie. Macroéconomie, on a toujours cette phase de consolidation au niveau du DXY, donc l'indice dollar, dans lequel on a une journée qui a été assez dure hier, qui était plutôt bien partie avec une accélération, mais derrière on voit qu'on a bien cassé baissier, puis on a ravalé une partie grâce à la nouvelle de la Fed de fin de journée, dans lequel on a ravalé une grosse partie. Est-ce qu'on va aller retester encore une fois cette partie-là? C'est vraiment, je pense, la zone support importante. Si elle casse, ça veut dire qu'on va ravaler toute la liquidité qui a été laissée par le mouvement baissier pour aller retester la partie haute. Et donc, l'idée que je vous ai donnée et soumise dans les quotidiennes précédentes, en tout cas qui serait un retest, une continuité baissière pour un retest S101, serait totalement invalidée, d'accord? Si on break ici et qu'on va chercher cette bougie-là, donc on casse les 106, pour moi, la pattern de on descend avant vraiment de remonter sera totalement invalidée, et la cassure des 106 validera un retest des 109 pour ensuite redescendre, d'accord? Donc qui sont les deux hypothèses que j'ai, la plus ancienne qui est un retest des 109 tout de suite, et la plus récente qui est un passage pour aller chercher les 101, 102, avant de pouvoir aller retester un niveau qui serait beaucoup moins haut que les 109, mais peut-être les 106, 107, dans lequel on pourra avoir un retour de résistance. Ensuite, nous avons le Nasdaq dans lequel on est en train de consolider aussi. On voit bien qu'on a beaucoup de volatilité, mais les clôtures montrent bien que on a une forme d'indécision, on a un retour de vacances très fort, et donc on a une mise en place de politiques qui sont en train d'être effectuées. Je pense que le marché est en stand-by. On va devoir patienter pour avoir une résolution, je pense, la semaine prochaine. C'est valable aussi pour l'SP500, c'est même beaucoup plus visible, on voit bien qu'on a une grosse consolidation, du coup, depuis le 20 décembre, chose que on a aussi sur la crypto, donc ça voit bien, on voit bien que le retour de cette fin d'année n'est pas encore effectif sur les marchés, d'accord? Les personnes ne sont pas vraiment encore revenues, il n'y en a pas encore de véritable politique structurelle d'investissement qui ont été effectués, ou en tout cas pas de shift de politique qui a été fait, donc on est dans une forme de consolidation, et je pense qu'il va falloir avoir un retour de la volatilité pour pouvoir avoir ces résolutions, qu'elles soient à la hausse ou à la baisse. Tant qu'on n'a pas de retour de volatilité, ça risque d'être compliqué, mais plus on tarde dans le retour de la volatilité, plus le mouvement qui va être sortant risque d'être important, et d'ailleurs c'est intéressant de voir ça, et c'est intéressant de s'y préparer, parce que quand on dit volatilité, ça veut dire aussi opportunité à partir du moment où on est préparé. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit,
Et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés. Et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.